Bonjour à tous et bienvenue dans Poser. Aujourd'hui, je reçois William Lowenstein. Donc, si je devais vous résumer sa carrière sous forme de bullet point, ça me prendrait toute l'interview. Donc, on va pas faire ça. Je vous laisse découvrir sa page Wikipédia si ça vous intéresse. On se contentera de dire qu'il est chevalier de l'Ordre national du mérite, officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, et qu'il a consacré sa vie à la dictologie, qui est une science malheureusement encore méconnue après 40 ans de récente et méconnue. Ouais. C'est une discipline que tu as inventée. Bienvenue sur notre plateau, ça me fait très plaisir. Alors merci David, mais bon, on a été quand même nombreux, tu vois, à essayer de développer la médecine des addictions, et c'est l'occasion de rappeler qu'on a dû le développer en France avec l'arrivée du sida, tu vois, et notamment pour la réduction des risques, et qu'après, des personnes remarquables, j'ai envie de dire, et c'est intéressant, hein, une trentaine peut-être ont essayé, alors qu'elles étaient isolées dans leur coin, d'en faire quelque chose, notamment dans des structures importantes, comme la Mildeka, avec Madame Nicole Maestrachi, qui a été une magistrate remarquable à la tête de cette mission interministérielle lutte contre les drogues, tu vois. Ouais. Et c'est elle, l'oublions pas, qui à la fin des années 90 réunit ce qui était déjà terriblement éparse et le demeure encore, c'est-à-dire la lutte, je prends le mot lutte, hein, évidemment, ça me plaît pas comme médecin, tu vois, mais la lutte contre l'alcoolisme, pour faire simple, la lutte contre les toxicomanies, très compartimentée, hein, la lutte contre le tabac, et puis, ce qui existait à peine, les comportements addictifs, tu vois, tout ça fait se créer ce qu'on aurait aimé être la santé des addictions, on en est encore loin, à la fin des années 90. Donc, il y a eu Kouchner, il y a eu Madame Simone Veil pour les traitements de substitution, il y a eu Nicole Maestrachi, Didier Gell, et puis, dans la sphère socio et médicale, Anne Coppel, beaucoup de médecins, Bertrand Lebeau et d'autres, tu vois. On est plusieurs, mais un petit message pour tous ceux, éventuellement, ou toutes celles qui nous écoutent. Voilà, à 30, on peut changer dans des fenêtres de tir, hein, je sais pas si ce qui se passait à l'époque du sida, tu vois, on peut changer une société sur certains sujets quand la fenêtre de tir est favorable, quand la météo politique, sociale est favorable. On n'a pas besoin forcément d'être 3 millions. On peut faire évoluer des choses. Là, on a du mal dans d'autres sujets, mais on les évoquera, je pense. On va les évoquer, mais je voudrais déjà revenir sur toi dans ta vie. C'est quoi l'élément déclencheur qui t'a mis sur la voie de la dictologie en disant c'est à ça que je veux dédier ma vie? T'as littéralement dédié 40 ans de ta carrière à ça? Déjà 40, c'est sympa de me le rappeler, mais c'est bon, ouais. 43 ans de médecine, 40 ans de là maintenant, j'ose même plus, je te dis, voilà. Écoute, très honnêtement, dans la série, t'as eu la vocation très tôt, etc. La réponse est non, tu vois. Je veux dire, quand j'étais petit et que t'as les questions éternelles des adultes, j'avais repéré 2 trucs qui marchaient bien. C'est-à-dire, non, pas de sel, je préfère le poivre, tu vois, ça faisait adulte. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, médecin? J'avais les adultes qui disaient, ouais, c'est bien, tu vois. Bon, bref. Que je fais médecine parce que c'est plus facile pour moi que faire maths sup ou maths spé, tu vois à peu près la conviction que le club de tarot, pour le dire comme ça, des Saint-Pères avait l'air plus sympa, tu vois, que les classes de prépa. Donc vocation, je sais pas, je fais des études de merde, et faut rappeler quand même qu'en France, t'as des super boulots, que ça soit avocat, que ça soit architecture, que ça soit médecine, où les études sont pas palpitantes, tu vois. Faut vraiment, si tu pouvais les remplacer par un 110 mètres haies, tu gagnerais du temps avec une catégorie pour les personnes handicapées quand même, tu vois, mais voilà, bon, les études, si tu veux, on les passe comme ça, avec le bonheur des étudiants, tu vois. Et après, je trouve, à partir de l'internat, alors c'est un concours, qui demeure difficile, mais qui à l'époque était vraiment très difficile, et d'autant plus que tu le passes après avoir vécu des années d'étudiant, donc tu sais plus ce que c'est d'étudier 14 heures ou 15 heures par jour, ce que tu pourrais faire pour maths sup, maths spé. Donc tu prépares ce concours-là, tu deviens interne, et tout d'un coup tu deviens responsable. C'est-à-dire que tu réalises, ce que tes études t'ont pas fait du tout réaliser, que tu as la vie des personnes qui te font confiance entre tes mains, quoi. Que tu fasses de la gériatrie ou de la réa, tu vois, tout d'un coup, tu te cognes à la réalité, et à ce moment-là, c'est fabuleux quand t'es interne, parce que tu changes de cadre complètement, tu vois, tous les 6 mois,
Tu passes de Clichy, on va dire, à Poissy, à La Hainac, Boucicaut ou d'autres hôpitaux comme ça. Tu découvres des univers. La nuit, c'est toi qui es de garde, donc tu as une ville, une mini-ville dont tu dois t'occuper, et tu te rends compte que c'est un théâtre humain absolu. Tu découvres, tu passes d'étudiant à responsable en découvrant des tonnes de choses. De la théorie à la pratique. Voilà, de la théorie à la pratique. Et là, merci les infirmières, merci les aides-soignantes, tu vois, qui t'aident, quoi, parce que t'as beau avoir passé un concours avec un mètre cube de connaissances, celles qui t'aident vraiment les premiers temps, c'est les gens qui sont sur le terrain, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. Tu fais ta formation, et là, je savais pas trop ce que je voulais faire. La pneumologie, je trouvais ça sympa pour l'AREA, pour les endoscopies, c'est des beaux voyages à l'intérieur des poumons. C'est une époque où, dans les cabinets d'endoscopie de l'hosto, après chaque découverte d'un cancer, tu fumes un clope toi-même, tu vois, t'aères un peu pour le patient suivant. Enfin, c'est hallucinant, tu vois, cette époque-là. J'ai envie de dire, l'internat, c'est la découverte, tu vois, d'un univers. Et quand je commence de ville, de situation, les urgences, c'est hallucinant, quoi, tu vois, là, vivre aux urgences pour un médecin jeune, tu découvres le théâtre humain, quoi, mais avec sa diversité, parfois sa violence ou sa désespérance, quoi. Et puis tu dois après, si tu veux continuer à l'hôpital, passer par la case chef de clinique, c'est-à-dire que tu as fait ta spécialité et tu dois te décider. Bon, comme moi, j'arrivais pas à me décider, tu vois, la pneumo, c'était bien, mais je trouvais ça un peu particulier, comme ça, limité. Je me voyais pas faire des endoscopies toute ma vie. T'as validé la pneumologie? Ouais, c'était... Pour pouvoir être payé comme chef de clinique, il fallait valider vite quelque chose, tu vois. Donc, j'ai fait la thèse en 15 jours et voilà, je suis devenu pneumologue. Vraiment, on fait bien que ce qu'on fait, tu vois, tous les jours. Donc, je suis un mauvais pneumologue, ça, c'est une certitude, tu vois. Mais ça a été ma première spécialité. Et médecine interne, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça touchait tellement de domaines, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas encore Dr House. Mais t'as ça, c'est-à-dire que tu dois trouver des trucs que les autres n'ont pas trouvé, quoi. T'es généraliste à l'hôpital, exactement. Avec les moyens de l'hosto, avec l'équipe, avec la biologie, avec la radiologie, etc., tu vois. Donc, et puis ça permettait de continuer de tout voir. Quand tu sais pas, tu te dis... voilà, je vais continuer de pas choisir, quoi. Voilà, c'est juste ça. Et là, le sida arrive, tu vois. Et comme je m'étais promis à cause de différents copains, y compris futurs médecins qui étaient tombés dans l'héros et qui me demandaient des conseils, et que la seule chose que je percevais, c'était que j'y connaissais rien, tu vois, alors qu'ils étaient pas bien, quoi. Là, on s'est dit, je vais m'occuper du sevrage, tu vois, des héroïnomanies. Et les premières études, premiers travaux que je fais, c'est sur le sevrage de l'héroïne en jouant sur un médicament qui est bien connu, qui était l'aspégique. L'aspégique, parce que mine de rien, l'aspégique fait sécréter un peu de bêta-endorphine, qui sont nos petites morphines à nous. Donc, est-ce que ça pouvait aider les héroïnomanes en manque, qui à l'époque étaient soignés par des antidépresseurs comme la clonidine, le catapressant, des trucs, se cassaient la figure et rentraient dans la porte vitrée, enfin, tu vois, c'était pas la bonne molécule, avec l'idée de dire, voilà, substitution, tu vois, mais substitution naturelle. Il y avait une équipe de Parme qui avait travaillé en Italie, qui avait travaillé là-dessus, ils montraient que quand tu prends un aspégique, tu sécrètes, enfin, on retrouve dans ton sang un peu plus de bêta-endorphine, c'est-à-dire ta petite morphine, quoi. Donc, de leur filer 4 grammes, 5 grammes à ces personnes héroïnodépendantes, tu vois, pendant la période de sevrage. Par voie veineuse, en perfusion, ça choquait mes mandarins de l'époque, tu vois, comment ça, on peut traiter en perfusion des gens qui s'injectent, en fait. Là, je découvre, si tu veux, les résistances. Et pourquoi je cite ça? Parce que quand, à travers le sida, on va découvrir, parce que je m'occupe surtout du sida dans ces années 83, 84, 85, etc., on va découvrir que sur les drogues, tu as beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est pas si loin que nous, la Suisse, qui font très différemment que nous. Que cette approche de l'abstinence, du sevrage, bref, cette tyrannie de l'idéal, d'autres pays n'y succombent pas. C'est-à-dire, ils disent, bon, voilà, l'idéal, c'est ça. En gros, si vous voulez pas attraper le sida,
vous droguez pas. Ouais. Mais si vous droguez, vous shootez pas. Mais si vous shootez, ne partagez pas votre seringue. Et enfin, si vous partagez votre seringue, nettoyez tout, ou presque, parce que pour l'hépatite C, ils avaient oublié le matériel autour de l'injection, tu vois, mais nettoyez tout à l'eau de Javel. Et là, pour nous, si tu veux, alors qu'on est dans une approche pseudo-psychanalytique, pourquoi dans l'enfance, blabla, quelqu'un, tu vois, va utiliser de l'héroïne plus tard, les grands mouvements des années 70, et révoltes contre la société, etc. Sauf que tous les mecs qui étaient révoltés contre la société, ils étaient assurés, ils étaient vaccinés. Enfin, tu vois, la prise de risque, c'était pour les autres. Ils glorifiaient les héroïnomanes comme grands, et puis eux, c'était des papis pantouflards hallucinants, quoi, tu vois. Et donc, on se rend compte qu'il y a des courants beaucoup plus sérieux et beaucoup plus pragmatiques en Angleterre, en Écosse, en Belgique, en France, toujours pas, en Suisse, même un peu, tu vois, dans d'autres pays, avec un truc, on a du mal à le traduire, harm reduction, tu vois, on a du mal à le prononcer, la réduction des risques. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? De quoi ils nous parlent? Nous, il faut arrêter, il faut des bons malades, ou sinon, ils viennent pas à l'hosto. Et d'ailleurs, ils n'allaient pas dans les hôpitaux tant qu'ils n'avaient pas le sida. Ouais. Le sida a permis, tu vois, de transformer le toxicomane, c'était l'expression de l'époque, avant qu'on change sur addiction, addict, le toxicomane en bon malade intéressant, parce que ça permettait, si tu veux, de le médicaliser. Il y avait du médical, donc des publications derrière. C'est l'époque où, pour le sida, si tu décris 2 corps roux-pieds, tu vois, chez une personne séropositive, t'as une chance de faire une publication. Donc il y avait, tu vois, ça aussi qui jouait dans ce système de publication qu'on a bien vu rediscuter à l'époque du Covid. Faut pas oublier qu'en hospitalo-universitaire, t'as des points impact, des trucs que tu fais médecine, mais aussi recherche et enseignement. Ouais. Et la recherche... Ce que t'as fait aussi, t'as mené des bureaux de Donc recherche après, aussi. si tu veux, une fois que je suis embarqué dans l'intersection sida-toxicomanie, héroïnomanie par voie veineuse, hein, c'est vraiment le truc. Waouh, je sors, si tu à la fois de mon état, je sais pas si tu avais vu MASH, tu vois, un peu comme genre médecine, tu pars à droite, à gauche, au Cambodge, en Colombie, en truc, et puis tu te la joues MASH dans la tête, quoi, pour te le dire comme ça, ce qui veut dire que tu bosses, mais bon. Mais t'es dans ton trip médical, et là, le sida ouvre tout, quoi. C'est-à-dire, fait tomber les hauts murs de l'hôpital, tu vois. Ça a remis en question ta vision de la médecine? Totalement, tu vois. D'abord, pour un truc évident, c'est que t'es élevé en pensant que ta médecine que t'apprends, que la science, c'est tout. Et là, tu vois des gens de ton âge, plus jeunes, mourir parce que tu sais pas. Et tu te dis, mais... Waouh, chaque congrès, chaque truc, ça te donne une information qui va peut-être te permettre d'aider, de sauver quelqu'un. Sauf que c'est vraiment du step by step. Ouais. Et ouais, ça a totalement changé le sida pour plein de choses. Et il faut reconnaître, si tu veux, que la France, là-dessus, on peut toujours lui reprocher ceci ou cela, mais éthiquement parlant, en s'appuyant sur des associations fabuleuses, tu vois, va vraiment d'abord découvrir le virus, qui est pas rien. Merci Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Sherman, tu vois, dans l'équipe de Montagnier, mais ceux qui découvrent, c'est Barré-Sinoussi et Sherman. Merci des gens fabuleux comme Kouchner, Simone Veil, et puis leurs conseillers, tu vois, qui mettent en musique ce que eux ils ont compris, quoi. Et ils comprennent vite, hein, ça c'est, tu vois, à l'époque. Et merci les associations, tu vois, et ça va de AIDS à ACT UP. Si dans le tabac ou si dans les usagers de la vape, il y avait, je pense, parce que ça en prend le chemin, la même force qu'il y a eu associative, tu vois, dans les années SIDA, ça changerait beaucoup de choses, quoi. Donc, ouais, voilà, tu vois, sida, toxicomanie... C'était le fait de ces associations, le pouvoir qu'elles avaient, le pouvoir venait des associations en elles-mêmes ou du mouvement de fond citoyen qu'elles créaient avec leurs actions? J'ai envie de te répondre les deux, parce que tu avais, fort heureusement, sur ce sujet-là, des relais, avec une sensibilité d'ailleurs qui était très différente, en ce qui concernait la transmission sexuelle, qui était
homosexuel dans l'esprit de tout le monde, alors que mondialement, la problématique était hétérosexuelle, pour dire les choses simplement. C'était tu vois. Juste sexuel, en fait. Voilà, donc la transmission sexuelle. Donc là, tu as les associations qui sont dans une double survie. D'abord, d'arrêter l'homophobie, parce qu'évidemment, c'est les homos qui transmettent, c'est ça dans la tête, si tu veux, les trucs comme ça. C'était à l'époque le Rassemblement National, c'était Bachelot, je crois, qui est le médecin, hein, essaye de faire des recherches pour savoir si les moustiques, en piquant une personne arabe, si tu veux, vont pas transmettre le sida. Je te caricature à peine. Mais alors tu penses bien que les homosexuels sont responsables de tous les maux. On le voit actuellement aussi avec les accidents de la route. C'est les homosexuels sur les accidents de la route, tu vois. Bon, voilà. Au lieu de dire simplement réduction des risques, à nouveau, si vous défoncez, ne conduisez pas, tu vois. Ouais. Bon, je fais la digression, excuse-moi. Non, mais donc, tu as ces associations avec deux voies, j'ai envie de dire, de portage, mais aussi de réception. C'est-à-dire la transmission sexuelle, faut tous se protéger. Tu te rends compte le bouleversement par rapport aux années 1068 en France. Comment ça, on peut mourir de la liberté sexuelle là. Grand choc, mais aussi la transmission par voie sanguine, l'hémophilie, tu vois, des enfants qui sont contaminés. Avec des transfusions sanguines qui viennent peut-être, tu vois, du milieu carcéral où ça traîne pour les dépister, on continue après. Là, les politiques vont se défendre en disant « je suis responsable mais non coupable », ce qui était un concept très nouveau, si tu veux, et qui est important pour le principe de précaution qui va s'inscrire dans notre loi et qui bloque, tu vois, par rapport à la vape. On fait des bonds comme ça un peu historiques, mais bref, sexuellement, le sang. Et alors, les toxicos, personne n'en voulait, tu vois. C'est pas des malades. Pour les spécialistes de l'époque, on est dans une forme un peu d'approche psychosociale et franchement plus parapsychanalytique que sociale, tu vois. Il y avait pas les moyens. C'était ma question, ça, par rapport à ton approche de l'addiction à l'époque. Ouais. Toi, t'as déjà été, t'as instrumentalisé la remise en vente libre du matériel propre. Madame Barzac, que j'ai oublié de citer, qui est formidable, tu vois, et qui doit convaincre un ministre de l'Intérieur, hein, et le bon président Chirac, parce que ça a été un bon président sur beaucoup de domaines, tu vois, de remettre en vente libre le matériel d'injection qui, en 1972, avait été retiré pour protéger les usagers de drogue de l'overdose. Tu vois qu'on en est loin du concept de réduction des risques. Alors peut-être qu'en 72, on peut pas prévoir qu'un virus va être transmissible par voie sanguine, par seringue, mais il faut toujours se souvenir d'un point de vue historique que ce qu'on imagine comme une mesure protectrice peut ne pas l'être 10 ans après, tu vois. Donc, tout d'un coup, la mise en vente libre du matériel d'injection est réautorisée, tu vois, en 87, après un an de travaux menés sous la responsabilité de François-Rodolphe Ingold, dont on parle peu, tu vois, mais qui était... Vous étiez tous les deux sur ces travaux-là. Alors, il y a François-Rodolphe Ingold, il y en a d'autres aussi, comme d'habitude, tu vois, mais François-Rodolphe, un être merveilleux, est chargé, en fait, de donner un peu de nourriture à Madame Barzac en faisant une étude dans différents centres et un hôpital, l'hôpital Laennec, pour savoir si la remise en vente libre du matériel d'injection va pouvoir limiter la diffusion du virus. Est-ce que de refiler des seringues, alors que les experts de l'époque disent « voilà, vous êtes fous, on les a retirés pour protéger les toxicos, tu vois ». Et donc, faut donner du grain à moudre à Madame Barzac, et ce que François-Rodolphe Ingold fera, tu vois, avec ces études-là. Et là, on voit un truc historiquement fabuleux, et c'est important pour se dire, tu vois, par rapport à cette vision des mauvais malades, addicts ou toxicomanes à l'époque. Si les usagers de drogue par voie veineuse partageaient leurs seringues, c'était pas pour des raisons ou très compliquées psychanalytiquement, le moipeau de Anzieux, tu vois, ou la lutte contre la société, c'est si les usagers de drogue partageaient leurs seringues, c'est parce qu'elles étaient difficiles à trouver. Tout simplement. Tu te rends compte le truc. Et après, deuxième étape de l'histoire, si tu permets
à des usagers de drogue qui sont considérés comme n'écoutant rien, d'avoir accès à une mesure de réduction des risques, à s'injecter proprement, en un an, on voit que plus de 60% le font. Alors que pour mettre un préservatif à des bons hétérosexuels bien adaptés dans la société, on n'est pas du tout, tu vois, à ces pourcentages. Même en 2023, je pense qu'on n'y est pas. Il va falloir des années, tu vois, pour imposer ça. Ce qui était peut-être pas la mesure la plus facile, mais entre les seringues et le préservatif, tu vois, on peut se dire, les changements de comportement, ils arrivent là où on les attend pas. Donc ça, c'est une conclusion historique absolument fabuleuse. Les usagers de drogue sont pas des mauvais malades. Quand on leur donne les moyens de se traiter ou de se prévenir, tu vois, c'est pas juste fuck à la société, fuck à la maladie, l'ordalie, qui était le grand concept, jouer avec sa vie, avec les risques. Non, ils font comme ils peuvent, tu vois, avec leur addiction, et à nous de leur donner les moyens de se protéger. Ils sont tombés dedans comme on attrape un virus, et ils sont malades quand ils sont addicts. Bah écoute, j'aime bien, tu vois, cette idée, parce que, voilà, souvent on parle, tu vois, d'épidémies d'opioïdes, par exemple aux États-Unis pour la crise actuelle. Et petit détail d'actualité, il y a 3 jours, dans New York Times, tu as un papier qui dit « Les Américains, pourquoi vous faites pas ce que les Français vous avez fait, quoi ?» T'imagines ? Quand j'y suis allé à l'Académie de New York de médecine présenter les travaux français, t'as les Américains qui te regardent en disant « Mais c'est qui, en gros, tu vois, qu'est-ce qu'ils nous racontent ?» Ils ont filé des traitements de substitution, des médicaments de substitution à des généralistes pas formés à cette hyper-spécialité, mais ils sont fous, quoi. Donc là, ils nous disent que ça va vachement mieux. C'est-à-dire, en fait, qu'eux qui sont dans un truc hyper sécurité avec des personnes qui devaient faire pipi tous les jours pendant 2 ans, tu vois, pour avoir droit à un week-end de libre, avoir leur méthadone, eux, ils ont des prescriptions de 28 jours, données par un médecin généraliste, non hyper spécialisé, et ils nous disent que ça marche nettement mieux. Bah, tu vois, ça, c'est ce que je te raconte à l'Académie New York, médecine. Je crois qu'on est à la fin des années 90, puisque les médicaments de substitution, c'est 94 pour la méta, 95 pour la buprenorphine. Et bah, tu vois, plus de 23 ans après, les Américains, avec leur crise des opioïdes, ils disent, on va peut-être faire comme les Français, c'est-à-dire que l'accessibilité à des traitements, ce qu'il faudrait raisonner, tu vois, de cette façon-là aussi simplement, l'accessibilité à des traitements ne signifie pas, large accessibilité, encore une fois, ne signifie pas insécurité, ce qui était leur, tu vois, leur crainte. Ouais. Et ça, c'est ce que la France a démontré avec le Subutex, tu vois, la buprenorphine au dosage, prescrite essentiellement par des médecins généralistes, pas par les centres de l'époque. Mais après, on va essayer, notamment Madame Nicole Maestrachid, de construire la médecine des addictions, d'où l'occasion de rappeler que c'est une médecine récente. T'imagines, on est à la fin des années 90, c'est-à-dire, imagine comment était la réanimation ou la cancérologie ou la néphrologie 25 ans après leur création. Dans l'alphabet des connaissances et des moyens, on est plus proche du D de doute que du T de tranquille. Plus proche du D de doute, ouais. C'est étrange de dire qu'une discipline qui a bientôt 40 ans, enfin, pas 40 ans. Ouais, avec le sida, tu vois, 80, je veux dire, peut-être une trentaine mise en d'années, vente libre du matériel d'injection, on est 87, hein, le sida arrive, la découverte à l'époque du LAV, c'est le nom français du VIH, du virus du sida, elle est faite en 83, la première mesure, finalement, de réduction des risques, elle arrive en 87 avec la première molécule antirétrovirale qui est l'AZT, je sais pas si tu te souviens, l'AZT, un espoir dingue, tu vois, on a trouvé... C'était quoi, c'est la trithérapie, ça? Non, c'est la tout seul, monothérapie. Monothérapie, tu vois, il va falloir quasiment 7 ans pour réaliser que ce virus, pour être avec des médicaments traités, doit être sur le modèle, tu vois, de la tuberculose. C'est-à-dire qu'historiquement parlant, la tuberculose, qui était la grande épidémie mondiale un siècle, non, 50 ans avant, tu vois, 40 ans avant, au début, tu avais un médicament, les gens allaient mieux, et puis 3 mois après, toutes les résistances apparaissaient et les gens chutaient. C'est ce qui s'est passé en 87 avec l'AZT,
En 91, avec les bithérapies, c'est-à-dire tu as du DDI, du DDC, deuxième et une troisième molécule qui interviennent. Et puis pendant 6 mois, tu revois les lymphocytes un peu monter. À l'époque, tu mesures pas la charge virale aussi facilement qu'aujourd'hui, mais tu vois les gens reprendre des kilos, pour parler cliniquement, aller mieux, faire moins d'infections, etc. Puis au bout de 6 mois, ça y est, tu as des résistances et tu arrives enfin aux trithérapies avec des molécules qui sont les antiprotéases, qui rajoutent un mode d'action. Et là, tu es sur un schéma du traitement antituberculeuse, c'est-à-dire il te faut 3 antibiotiques. Là, il s'agit de 3 antirétroviraux, dans 3 antiviraux, tu vois, pour que ça marche, que le virus n'ait pas la possibilité de se défendre là quand tu l'attaques là, parce que tu l'attaques encore ici, tu vois. Ouais. Donc les trithérapies, c'est 94 pour les hostos, et très rapidement, une fois validé, tu vois, pour tout le monde à partir de 1995. Et en même temps, tu amènes la méthadone, c'est-à-dire pour moi qui m'occupe de l'intersection sida-toxicomanie à l'époque, mais 94, tu vois, c'est une année où là, je me dis, ouais, je refais le tour du monde tranquillou, j'ai plus rien à faire, ou presque, parce que tu as trouvé, entre guillemets, vraiment un médicament de substitution qui marche. Tu sors du chaos des gens héroïnomanes, on va dire 9 fois sur 10 quand tu le fais bien en t'accompagnant. Quand tu n'y arrives pas, c'est que tu as un problème, plus souvent psychiatrique, social, que purement médical. Ouais, tu vois. Dépendance physique. C'est un super médicament, tu vois. Bon, il y a plein de trucs à savoir pour l'utiliser, c'est vrai, mais la buprenorphine, ça marche bien aussi. Bref, tu as les traitements, entre guillemets, pour sortir l'héroïnomane des risques, tu vois, de son usage et de sa dépendance, ce qui veut pas dire qu'il est pas dépendant à son médicament, mais ça en médecine, on le sait. Ouais. Tu veux que ça soit une substitution thyroïdienne, tu vois, tu prends du lévothyroxavir, ton médicament contre la tension artérielle, tu le prends à vie, on n'est pas si fort que ça, il y a rien de magique, peut-être les antibiotiques, tu vois, mais même dans une greffe cœur-poumon, faut quand même que tu prennes, et c'est ça qui a permis des greffes, des anti-rejets à vie, donc tu vois. Alors là, tu prends un médicament 30 secondes et t'es libre 23 heures, 59 minutes et 30 secondes. Donc, méthadone, buprenorphine, welcome. Tu soulages vraiment l'essentiel de la problématique. Et la personne prend plus d'héroïne. Et la personne prend plus d'héroïne, retrouve un rythme de vie, etc. Tu vois, mais sort de cette perte de liberté et de santé, je fais le raccourci, pardonne-moi, mais tu me demandais tout à l'heure, tu vois, qu'est-ce que je vis dans ces années-là, je réalise que, en fait, pas simplement le médecin, mais j'ai envie de dire le citoyen, la santé et la liberté sont nos biens les plus précieux et que les addictions menacent les deux, tu vois. Et que faut aller dans ce sens-là, tu vois, c'est dire comment retrouver une liberté, ce que permet pas l'héroïne, tu vois, matin, midi, soir, nuit, enfin c'est une dépendance sévère comme l'alcool, je crois qu'il y a que l'alcool en termes de sévérité, tu vois, que je trouve... Qui est aussi forte que l'héroïne. Horrible. Mais, tu vois, méthadone, buprenorphine calme ce volet-là, et en même temps, les antirétroviraux, t'imagines, 94, 10 ans, 11 ans après la découverte du virus, qui n'était pas évidente, merci encore une fois Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Sherman, à Pasteur, les deux en même temps, quoi. T'as les médicaments contre un truc qui tuait, faut imaginer, tu vois, parce que donner des dates, des chiffres, mais ça veut dire quoi, à la ENEC, sur 11 lits dont j'étais le responsable, tu vois, qui était à pour des patients sidéens plus ou moins héroïnomanes, hein, il y avait des sidéens non, hein. Ben, chaque semaine, j'avais 2 ou 3 patients qui mouraient, t'imagines, pour l'équipe, ce que ça veut dire, quoi. 2 ou 3 patients de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui mouraient à cause de cette saloperie de sida, tu vois. Et 94, mais tu vois, tu te dis, la solution là, pour aller manifester pour les retraites précoces, je peux te dire qu'en 94, moi, j'étais partant, tu vois, où là, c'était un truc... tu dis, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Franchement, là, tu vois, je suis médecin des hôpitaux, praticien hospitalier, je me dis, mais...
tranquille, là, vraiment top. Ça va évoluer avec des grands spécialistes qui vont dire il faut doser 3 mg de plus de ceci, cela pour le sida, tu vois. Telle molécule, les labos vont faire la surenchère pour dire celle-là, elle te donne moins de problèmes intestinaux ou éventuellement tu peux la prendre même en mangeant, enfin, tranquille, tu vois. Ouais. Et méthadone, tu te dis tranquille, quoi. Sauf que, bah voilà, c'est l'histoire de la médecine, des épidémies, de l'homme, de l'humanité. En fait, t'es jamais tranquille et tu vas pas du tout prendre ta retraite, tu vois. Ça aurait été dommage. À 40 ans, quoi, tu vois. Ça aurait été dommage. Et là, tu vois, depuis le sida, c'est pour ça que je suis content d'être avec vous, avec toi, David, mais avec vous. Ben, voilà, il y a eu des grands mouvements, des choses, mais t'imagines, je veux dire, un petit groupe, surtout Sida Toxicomanie, on l'avait raconté dans Toxique, un bouquin qu'on a fait avec Bernard Kouchner, Bertrand Lebeau, Patrick Hébrard, Jean-Pierre Delouet. À l'époque, on est 5 comme ça dans différentes sphères, tu vois, et chacun on dit ce qu'on croit, on échange, et chacun dans notre coin, on se fait taper, tu vois. Donc quand on se trouvait moins fou, tu vois ce que je veux dire, on l'a raconté comme ça. Et ben, cette sensation-là, je l'ai à nouveau avec la vape. Tu vois, c'est-à-dire à la fois des usagers qui trouvent quelque chose, parce que les histoires de seringues, de sida, il suffisait d'écouter les usagers qui disaient il y en a marre de gratter l'aiguille, tu vois, on peut pas en acheter des trucs comme ça, la mise en vente libre. Et un dynamisme, une idée de santé publique, tu vois, qui va à l'encontre éventuellement de ce qu'à ce moment-là, la science, l'académique science te dit. Tu sens que c'est insuffisant. Et même que tu peux avoir, ce qui est une horreur pour un médecin comme un intellectuel, je pense, que tu peux avoir du savoir inutile, tu vois. T'as des maladies comme ça, tu vois bien, inutile en espérant que ça soit utile. Mais tu prends, je sais pas, l'anorexie, on peut remplir cette pièce des publications sur l'anorexie, ça reste horriblement compliqué à traiter. Tu prends la cocaïne qui fait l'actualité aujourd'hui, ça reste compliqué à traiter, et fort heureusement, 85% des personnes s'en sortent toutes seules, tu vois. Et est-ce qu'on peut étudier ce que c'est le toute seule, quoi. Ouais. Tu prends la neurologie qui a fait d'énormes progrès, l'Alzheimer, ça fait quand même 40 ans, 50 ans que tu trouves pas, tu vois. Donc, je te rappelle que la médecine des addictions, je parle même pas de la santé des addictions, est une médecine récente, tu vois. Donc là, ouais, c'est vrai, il y a encore du boulot, quoi. Si c'était la question retraite que tu me poses, ouais, ça m'énerve. Non, oui. C'est pas la question. Je sais pas si un jour tu prendras ta retraite, étant donné que t'as été directeur général de la clinique Montevideo jusqu'en 2011. T'as présidé des groupes de travail sur l'addiction, on en a parlé. T'as écrit plus de 80 publications scientifiques, 7 livres, un roman. Est-ce que ton addiction à toi, c'est le travail? Ah ouais, et ça c'est, tu vois. Enfin, ouais, en étant content d'être en vacances. Je me dis que c'est pas une addiction si sévère que ça, parce qu'au bout de 5 jours de vacances, j'ai plus envie de rentrer, tu vois. Donc, je me rassure de cette façon-là. C'est ton traitement de substitution, les vacances. Mais bon, après, c'est savoir comment t'es en vacances. Si tu continues d'être hyperactif en vacances, tu vois, bon, il y a peut-être des choses à régler. Mais c'est un vrai souci, parce que j'ai fait l'expérience, tu vois, de passer, ça paraît ridicule de préciser ça, hein, tu m'excuseras, et de passer 3 semaines tout seul à la campagne, avec mon chien quand même, important, et d'essayer de glandouiller, tu vois. M'intéresser au potager, de m'intéresser, tu vois, à l'arrivée du printemps, c'est beau, c'est bien, en me disant, est-ce que ça peut durer au fond plus de 3 semaines, tu vois, vivre un peu tout seul, campagne, le chien, le truc. T'as tenu combien de jours? Les signes de sevrage étaient importants, comme je te le dis, les 5 premiers jours, tu vois. Mais bon, j'aime bien les BD, les trucs, tu vois, j'en ai des tonnes en retard, les bouquins, c'est la même chose. Et puis, ouais, j'ai commencé à déprimer vraiment au bout de 15 jours. Tu vois, c'est là, c'est-à-dire que t'es handicapé quand même, tu me poses la question, tu vois, est-ce que workaholic, l'addiction, ouais. Ben, il y a une telle,
on revient au plaisir, pour être honnête, tu vois, et qui est là une des questions évidemment centrales des addictions, même si la tarte à la crème du plaisir, tu vois, elle est mal abordée. C'est la différence entre addiction et dépendance. Alors voilà, le problème, c'est que l'addiction, c'est un feuilleton, essentiellement avec 3 épisodes, usage, abus, dépendance. L'usage, tu rencontres un produit, tu es content, ton cerveau, il fait waouh, ou enfin tranquille, ou enfin au top, tu vois. Puis comme ce cerveau, il est hédoniste, il va te faire répéter ce que tu viens de découvrir, d'où l'importance de retarder l'âge des premiers usages, tu vois, dans une société. Parce que c'est pas la même chose de se retrouver à consommer à 12-13 ans, tu vois, pour le développement cérébral, qu'à 25. Tu prends l'exemple du cannabis, on parle cannabis en général, on n'arrive pas, tu vois, à se dire, attention, la question du cannabis chez l'adulte, c'est vraiment une question différente, moins grave la plupart du temps, tu vois, que le cannabis, handicapant pour le développement cérébral chez l'ado, voire chez le jeune ado, quoi. Ouais. Tu vois, les 12-13 ans. Quoi. Voilà. Donc, comme d'habitude, il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. Il y a des usages durs ou dangereux, tu vois, et des usages doux, régulés sans perte de contrôle. Mais ça tu vois, dans les messages à passer, truc. Donc, résultat, j'étais arrivé, tu vois, à cette idée de plaisir pour pas dire de jouissance. Faut être quand même lucide, quoi. T'as une vraie jouissance du savoir ou de l'apprentissage, tu vois. Pendant des années en médecine, t'es une sorte d'entonnoir. Je te dis, pour passer l'internat, faut que t'enfournes 1 mètre cube de connaissances que tu vas recracher, tu vois, sur tes questions d'internat, en anatomie, en biochimie, en médecine, en chirurgie, tu vois, t'en as rien à foutre du polygone de Willis, mais tu le connais par cœur, ce qui est au-dessus, en dessous, et je te parle pas d'un acteur américain, tu vois, c'est un truc chiant comme tout, là. Et t'apprends, et à un moment donné, tu te dis, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que là, je dirais, l'âge adulte de la médecine qui est passionnant, tu vois, c'est quand toi-même, t'es plus dans le copier-coller, ouais. Et que tu réalises 2 étapes. D'abord, que vraiment la science, c'est important parce qu'elle est là pour édicter des lois générales, mais qu'en médecine, t'as autant de cas que t'as d'individus, quoi. Et que très souvent, comment tu fais, tu vois, pourquoi ils sont écartés de la belle ligne, tu vois, de normalité, au-dessus, en dessous, très en dehors du cadre. Et là, tu découvres que le savoir te permet de faire avancer ta propre profession, ta propre science, tu vois. Je vais pas dire que tu peux créer, mais tu peux faire avancer ta propre science. Donc, tu as une double jouissance, celle du savoir et de l'apprentissage, tu vois, et puis celle de la création, pardon pour la mégalomanie, mais la recherche, tu vois, voilà, cogiter, t'as été formé à ça, tu vois, je veux dire, j'ai l'habilitation à diriger la recherche, tu vois les efforts que ça représente. Moi, je travaillais pour savoir si le Triatoma infestans, qui est une bête en Amérique du Sud qui donne une maladie de Chagas, tu vois, enfin, là, je vais pas employer les gros mots de trypanosoma, etc., tu vois, pouvait transmettre le sida, parce que là-bas, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, t'as ces insectes qui pullulent en même temps que les membres de la famille, qui te sucent le sang, et si tu les écrases, est-ce que ça... Donc de savoir si ça peut transmettre, tu vois, le VIH, ça veut dire que, voilà, tu vas pendant 6 mois... Après, t'allais chercher quand même jusque chez Escobar, si tu veux, ça, c'est le bon côté, tu vois, les Triatoma infestans, les bébêtes, les punaises, en quelque sorte, dont je te parle, que tu vas rentrer au laboratoire, un équerre, que tu vas éviter de paumer tes bébêtes infectées qui ont fait chier tout l'avion d'Air France pour le retour, tu vois, parce que, ils disaient, comment ça, vous voulez pas les mettre? Ben non, dans la soute, sinon elles vont mourir, tu vois. Bon, c'est quoi ces bêtes-là? Bon, je te passe ça, tu vois, et toi, tu te retrouves pendant 6 mois à nourrir ces bébêtes-là avec du sang infecté par le VIH, et puis tu vas disséquer les bébêtes pour voir dans le tube digestif ce qui se passe à J1, puis à J4, à J5, puis à J12, puis, tu vois, c'est pas très passionnant. Mais c'est juste la rigueur qui est nécessaire pour éviter de retrouver ce que tu vois à l'heure actuelle de plus en plus fréquemment sur les plateaux, c'est ultra-crépidarianisme, qui est un concept cher à Étienne Klein, c'est-à-dire cette capacité d'avoir une opinion tranchée par des mecs qui ont fait
10 minutes sur Internet, La tu page vois. 1, ouais. T'as besoin de cette rigueur de la recherche et ça prend du temps, tu vois. Et tous ceux qui te disent, oh bah c'est comme ça, attendez, très souvent, dans ces questions médico-sociales, la difficulté n'est pas de trancher entre le noir et le blanc. N'importe quel imbécile, entre guillemets, peut le faire. C'est de trancher entre le gris et le gris, quoi. Donc dites-moi ce qui est moins gris et je vous écoute, tu vois. Mais bon, tu sais bien que plus les réseaux augmentent, plus la politique se popularise, plus tu as besoin d'être dans le noir et le blanc, tu vois. Le débat est forcément manichéen à chaque fois, quoi. Absolument. Et c'est bien un problème, ça empêche d'avoir une vision claire des choses, quoi. Ça a été quoi ta réaction par rapport aux récentes déclarations du CNCT et du ministre de la Santé qui parle de supprimer les arômes et tout? Est-ce que t'as l'impression que tes 40 ans d'addictologue ont pas fait passer les bons messages? Ah bah, encore une fois, si tu veux faire passer t'es sur des plateaux pour une affaire d'accident routier, tu vois, tu te rends compte que les gens savent pas encore, pour la plupart, différencier addiction d'addictologie. Donc, faut réaliser, tu vois, ce qu'il faut comme temps. Donc, on parle de réduction des risques, nous, mais 99% des Français, en pratique, savent pas ce qu'est la réduction des risques, tu vois. Éventuellement, quand tu leur dis boire ou conduire, vous voyez, on est dans la réduction des risques. On n'a pas supprimé les voitures à l'époque où il y avait 18 000 morts par an et 100 000 blessés graves. Et on n'a pas supprimé boire non plus. Et on n'a pas supprimé boire non plus, exactement. Tu vois, bon, là, il commence à piger un peu la réduction des risques. Mais en ce qui concerne la vape, tu vois bien, j'ai envie de dire, et ça me renvoie à ce qu'on avait fait sur la méthadone où les spécialistes de l'époque, si tu veux, hurlaient contre les médicaments de substitution, que c'était donner de la drogue aux drogués, alors qu'on parle d'un médicament, tu vois, hein, qu'on était des dealers en blouse blanche, c'est vraiment les discussions de l'époque. Il faut essayer de le lire sous l'angle de l'analyse des résistances. Pourquoi des personnes intelligentes ne comprennent pas? Tu vois, je me souviendrai toujours de cette phrase de Madame Simone Veil, disant à l'un d'entre nous et à ton serviteur en particulier, je vais le prendre pour moi, si tu veux, love and shame, vous ferez jamais rien tant que vous n'aurez pas compris pourquoi les gens comprennent pas. Et je crois que pour la vape, tu vois, ce qui doit surtout pas enlever de votre dynamisme, il faut travailler cette analyse des résistances. Qu'est-ce qui fait que des personnes qui pensent différemment de ce que tu penses, David, et de la plupart des gens, je pense, qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut? Que des gens intelligents, que des gens éduqués, des gens cultivés, des gens protecteurs, arrivent à faire, par exemple, avec les arômes dernièrement, si tu veux, du Raymond DeVos, quoi. C'est-à-dire, pour lutter contre le tabagisme, interdisons tous les arômes, sauf l'arôme tabac. Ouais. C'est depuis DeVos ou Coluche, tu vois, là... Pour lutter contre l'alcoolisme, rendons le coca goût whisky. Ah bah, écoutez, vous voulez vous écarter du tabac, on va vous proposer un parfum tabac, quoi. Ouais, voilà. Surtout pas un truc qui vous donne plus de plaisir et vous fasse oublier éventuellement le tabac. Confondons ce qui peut être attractif pour les jeunes, ça c'est sûr, mais les études montrent qu'en effet, les arômes vont favoriser l'entrée dans la vape, mais justement pas dans le tabagisme, tu vois. Et de l'autre côté, chez les adultes, montrant que les arômes sont vraiment un plus pour sortir du tabagisme, encore une fois, chez l'adulte. C'est un argument, quoi. Un argument de plaisir. Tu prends, t'en fiches que ça soit fruits rouges, tu vois. Autant fallait lutter contre les arômes, comme l'a fait Bertrand Dotzenberg, tu vois, les cigarettes mentholées pour des raisons scientifiques et d'accroche à cette combustion, hein. Encore une fois, le problème est évidemment qu'on n'arrive pas à passer le cap de la lutte contre le tabagisme, la lutte contre la nicotine. Non, la lutte contre la combustion, tu vois. Ouais. L'idéal, c'est fumer pas, mais on oublie qu'une société sans drogue, ça n'existe pas. C'est impossible une société sans addiction, parce que j'ai l'impression que c'est le courant de pensée actuel
de dire on va imposer cette moralité à toute la société et dans X années, on n'aura plus de fumeurs, on n'aura plus de gens qui vont boire, on n'aura plus de gens qui vont avoir des comportements addictifs, qui vont être trop devant l'écran, qui vont être trop addicts au sport ou trop addicts au travail. Est-ce que c'est, j'imagine que là, je connais la réponse, mais selon toi, une société sans addiction, c'est envisageable? Non. Même à grand coup de morale? Non, avec moins d'addictions et surtout avec moins de dommages liés aux addictions, c'est ce qu'il faut, à mon avis, aller chercher. Tu vois, on dit, depuis plus de 20 ans, et Nicole Maestrachi, je crois, femme extraordinaire que j'évoquais tout à l'heure, l'avait vraiment vulgarisé. Elle avait vulgarisé deux choses. Elle avait vulgarisé une société sans drogue, ça n'existe pas. Et tu peux regarder tous les travaux socio-anthropologiques, étudier même les Esquimaux, ils vont aller se défoncer avec l'huile de foie de phoque, tu vois, si nécessaire. Alors après, se dire pourquoi, je peux t'en dire un mot dans mes hypothèses, plus que dans des travaux hyper sérieux. Et puis, un petit bouquin, plusieurs, sous la responsabilité, la coordination de la MILT dirigée par Madame Nicole Maingin, savoir plus, risquer moins. Tu vois, c'est deux choses importantes. Elle dit deux choses importantes. Donc, oui, une société sans drogue, ça n'existe pas parce qu'on a notre circuit de la récompense, qu'on est des hédonismes survivants. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de plaisir à manger, faisaient pas des larves, si j'ose dire, ceux, tu vois, nos lointains ancêtres cellulaires, quoi. Ben, ils se reproduisaient pas. Pour faire la pérennité de l'espèce, faut se nourrir, tu vois. Donc ceux qui n'ont pas de plaisir à manger, ils n'ont pas fait, entre guillemets, de vieux os, même si à l'époque, ils en avaient pas. Ceux qui n'avaient pas de plaisir à se reproduire, même chose. T'assures pas la pérennité de l'espèce. Ceux qui se disaient, ouah, c'est génial, le crocodile qui est en train de me bouffer la main, hein, ou le pied, c'est intéressant. Ils ont pas fait de vieux os non plus. Ils avaient pas le plaisir, c'est l'éloge de la fuite de Laborie, tu vois, dans la construction humaine, nos lointains ancêtres. Tu te dis, mais pourquoi ils ont pas fait une statue à ceux qui ont domestiqué le feu? Ils ont fait bien plus que ça, ils ont bouffé de la viande cuite, tu vois, pour survivre et développer un peu leur cerveau. Mais bref, ces fondamentaux qui ont permis la survie et la pérennité de l'espèce, ils sont associés au circuit de récompense. Si t'as aucun plaisir à te mettre au soleil, tu vas pas produire ta vitamine D et tu vas être rachitique. Tu vois, je fais des raccourcis un peu débiles, mais le plaisir est fondamental parce qu'on s'est sélectionné comme ça. Et nos actes fondamentaux sont mis en danger par les addictions. C'est-à-dire tous, je t'ai parlé tu vois, de reproduction. Il y a des liens entre sexualité et drogue ou addiction, évidemment, dans tous les cas. Les maladies sexuellement transmissibles. Voilà, on pourrait dire le sommeil et les addictions. On n'a pas assez la plupart, entre guillemets, pas la plupart, pardon, un tiers des mots, mais ils aiment bien le cannabis au début, ce qui va les accrocher, parce que ça favorise leur endormissement. Il n'y a pas assez de travaux sur cannabis et sommeil, tu vois, même s'il y en a, évidemment, je dis bien pas assez. On a dit sexualité, sommeil, appétit, t'imagines? Cocaïne, plus d'appétit, quoi. Donc tu touches aux fondamentaux parce que tu touches au cerveau et parce que le cerveau est le principal producteur de drogue au monde. J'arrête pas, tu vois, de le répéter, même si c'est pas dosé, c'est des microgrammes souvent par rapport à des productions en tonnes, on est d'accord, mais dans l'image, de se dire, est-ce que ce cerveau qui a des centaines de milliers d'années d'évolution, tu vois, il suffit de le mettre en prison pour qu'on arrête les addictions. Donc partons du principe qu'une société sans drogue, ça n'existe pas, qu'il y a une tyrannie de l'idéal qui voudrait que ça existe, mais qu'elle va être contre-productive, tu vois, et essayons vraiment de développer la philosophie de la réduction des risques et des dommages, tu vois. Tout en disant, la liberté et la santé sont nos biens les plus précieux et les addictions menacent les deux. Et de comprendre dans une société de performance en plus, que le luxe suprême, ça s'appelle la tranquillité et qu'évidemment, plus les années passent dans cette société de performance dit addictogène, plus on s'en éloigne. Tu vois. C'est intéressant. Bah après, de toute façon, c'est ma perception des choses aussi. Je trouve que c'est vraiment hallucinant d'avoir des gens qui s'imaginent que on va juste dire aux gens, bah, il suffit d'arrêter de boire, il suffit d'arrêter de fumer,
Il suffit de faire ça. Ah, mais ça... Et c'est ce chemin de croix aussi qu'on impose aux addicts. Oui, qui est contre-productif. Tu vois, je te parlais de la remise en vente du matériel d'injection, hein, qui a eu sa responsabilité. Enfin, le fait d'avoir retiré le matériel d'injection en 72 permet la diffusion dans la population des injecteurs, tu vois, du virus. Hein, que ça soit de l'hépatite C, que ça soit du virus du sida à l'époque. Donc, il y a des mesures de prévention comme ça qui sont dangereuses, quoi. Mais on a tu fait vois, un pas en arrière, pourquoi... selon toi. Ouais, excuse-moi, David, on a fait un pas en arrière, selon toi, ouais. par rapport à ça. Franchement, oui. Parce que par je vois rapport à cet élan-là, je trouve. de ce que tu me racontais par rapport au VIH et par rapport à l'héroïne. J'ai l'impression que c'est des mécanismes qui sont mis en place assez rapidement. À l'époque, t'avais une oreille attentive à tes propos. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on est retourné à genre 10 ans avant ça? Alors, c'est une question que je peux me poser vraiment égocentriquement, c'est-à-dire est-ce que je sais plus m'exprimer ou est-ce que je sais plus avec mes copains et amis iOS, tu vois, activer des réseaux qu'on a pu activer, ou en effet, pour pousser ta question, est-ce que si aujourd'hui il y avait cette épidémie de sida qui naissait, tu vois, on pourrait faire les mêmes choses? Et ma réponse est peut-être pas, quoi, tu vois. Tellement ce monde a changé, tellement, je trouve, il y a une approche enfin, c'est choquant, si tu veux, de se dire qu'une politique de santé, elle peut être de droite, de gauche, du milieu, d'extrême droite, d'extrême gauche. Ça devrait être extra-politique, la santé publique. Tu vois, c'est pour le médecin, mais j'imagine bien que pour les spécialistes de santé publique, ce que je te dis là, les fait pouffer de rire. C'est une évidence que la santé publique est politique, tu vois. Que la psychiatrie, sous Poutine, c'est pas de la psychiatrie, tu vois. Mais quand t'entends sur un plateau, par exemple en France, une psychologue qui fait le tour des plateaux, tu vas dire, sur les drogues, il faut des psychothérapies obligatoires. C'est-à-dire capable de te pondre un oxymore dans sa spécialité, quoi. Tu vois, psychothérapie obligatoire. Mais ma cocotte, t'es où, quoi? T'es dans ton cabinet, c'est bien, t'es sur des plateaux, c'est bien, mais tu te rends compte de ce que tu dis, là, politiquement parlant, tu vois. Il y a une dérive terrible. Donc, je sais pas si aujourd'hui on pourrait faire sur le sida, l'intersection sida, héroïnomanie, pardon, ce qu'on a fait, tu vois, dans les années de 89 à 94, 96 quasiment, et après. Mais raison de plus pour qu'il y ait ce mouvement d'usagers, tu vois. Comment il peut mieux s'organiser, tout en comprenant, encore une fois, faire l'analyse des résistances. Parce que si vous pensez qu'en face de vous, les gens, en face de nous, hein, on pourrait le dire comme ça, tu vois, en face de nous, les gens ne partagent pas notre opinion parce que ce sont des crétins ou des corrompus, on va dans le mur, tu vois. Comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas. Ouais. Parce que je peux pas m'empêcher de penser que quelqu'un comme Loïc Josserand, par exemple, il est très renseigné sur le sujet. Absolument. Plutôt bienveillant. Son but, c'est que les gens arrêtent de fumer. Il se félicite des chiffres du mois sans tabac, tout en passant son mois sans tabac à taper sur la vape, en fait. Oui, alors c'est étrange. Je te dis, alors, moi je dirais pas c'est étrange, et je reviens à ces analyses de résistance, tu vois, c'est-à-dire, c'est la nécessité d'un débat, et d'un débat, pardon de le dire, tu vois, respectueux, nécessairement respectueux. On n'a pas des personnes nulles en face de nous, abruties ou malveillantes. On a des personnes qui pensent cela pour un certain nombre de raisons, fondées à leurs yeux, tout comme on va pouvoir se dire ce qu'on exprime de contraire ou de différent est fondé, tu vois. Ouais. Et c'est là où tu as vraiment la nécessité du débat et du respect. Pourquoi la nécessité? Et je le dis pour les deux camps, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que je vois récemment un usager militant traîné devant la justice, tu vois, ça me fait hurler parce que la personne qui le traîne devant la justice, je veux dire, elle pense diffamation, elle pense insulte, en fait, elle pense blessure narcissique, mais elle pourrait penser également responsabilité, nécessité du débat, pourquoi cette personne plus jeune que moi de 30 ans pense des choses, tu vois, qui l'amènent, entre guillemets, à utiliser ces mots exagérés.
une responsabilité, tu vois, j'ai envie de dire, d'expérience par rapport à des personnes qui bougent avec leur volonté, là aussi très saine, d'apporter quelque chose, on pourrait dire une pierre à la société et à la santé publique. Tu vois, donc la nécessité du débat, pas se dire, évidemment, j'ai tout à fait raison, et toi, t'as tout à fait tort, parce que justement, j'ai tout à fait raison. Tu vois, ce qui est quand même la mode actuelle, quoi. En gros, tu vois, des personnes qui t'expliquent que t'as tort parce que eux, ils ont raison, quoi. Tu vois, la hauteur du débat. Donc, comment, moi, j'aurais tendance à le dire comme ça, et c'est très difficile à l'heure actuelle, t'as raison, à analyser les résistances, tu vois, sociales, politiques, médiatiques, médicales. On était, pour la méthadone, très surpris que les experts de l'époque soient quasiment tous contre un médicament qui, dans d'autres pays, tu vois... avait fait ses preuves. Ah oui, depuis les années 60. Tu vois, ça faisait du temps. On arrive en 87, tu vois, avant la mise en titre du matériel d'injection, et 94 pour la méthadone, tu vois. Là, il y a du recul, tu vois, t'es même pas comme dans l'histoire de la vape ou de l'iPhone et des lymphomes cérébraux, tu peux pas te cacher derrière un principe de précaution, etc. Et là, encore une fois, cette surprise-là, on doit la dépasser. On doit comprendre pourquoi ils comprennent pas. Bon, ce qui est déjà un biais quand je dis ça. Est-ce qu'il y a une histoire de ne pas se remettre en question quand ça fait des années que tu travailles sur de la médecine ? Par exemple, toi, ton premier contact avec le terrain et ton premier contact avec les addictions, tu t'es pas dit je vais appliquer les recettes que j'ai apprises à l'école, il y a quelque chose que je sais pas. Savoir dire je ne sais pas pour un scientifique, c'est dur. Alors, normalement, non, tu vois, puisque, je veux dire, tu passes ton temps à pas savoir. Ce qu'il y a d'horrible en médecine ou en sciences, c'est que quand tu sais quelque chose, quand tu apprends quelque chose, forcément, ça débouche sur une autre question derrière. Tu passes ton temps à ne pas savoir. Et puis parfois, tu passes ton temps à trouver des solutions sans savoir. Je prends un exemple médical un peu peut-être étrange, mais vous avez tous entendu parler, par exemple, de la maladie de Hodgkin, du lymphome de Hodgkin, qui est quelque chose, qui est un lymphome qui touche surtout des adolescents, des adultes aussi. Une époque, ça tuait 80-90% de ces adolescents, tu vois, ce lymphome, ce cancer, je suis désolé de le dire comme ça, tu vois, des cellules, parce que c'est vraiment pas un mot précis, cancer en la circonstance. Et puis petit à petit, il y a eu des traitements d'essayer, tu vois, une sorte de navigation à vue pour... Un peu comme le Covid d'ailleurs. Exactement, tu vois. Est-ce que tu savais, parce que le Covid, tu as su très vite ce qu'était le virus responsable, avec un virus à ARN. Puis alors là, tu as vu que tous les Français étaient spécialistes du coronavirus, pas simplement virologues, infectiologues, épidémiologie, mais hyper spécialistes en coronavirus. Ouais. C'est là que la confiance est importante, parce que quand tu as 50 millions de prix Nobel, tu vois, en 2 mois, c'est fabuleux, quoi. Mais ça, je te dis... Ils étaient un peu surchargés à la commission. Le truc, mais je continue sur l'exemple Hodgkin, tu as complètement basculé avec 90%, voire 95% de traitements efficaces, sans savoir toujours aujourd'hui à quoi est due cette maladie de Hodgkin. Tu vois, donc à la fois, faut toujours savoir et accepter que de pas savoir ne soit pas suffisant pour pas faire. Et donc, sur les addictions, je te le redis, c'est une médecine, pour pas dire une science jeune, mais tu vois, sur la santé des addictions, parce qu'il faut différencier santé des addictions et médecine des addictions, comme on différencie médecine scolaire et santé scolaire, médecine du travail et santé au travail, médecine sportive et santé au poste. Des choses encore plus compliquées que la simple médecine, qui est déjà horriblement compliquée, tu vois. Mais voilà, on est une médecine, une science jeune. Comment la développer, même quand on sait pas tout. Et la vape, tu vois, c'est ça aussi. On voit bien d'abord l'efficacité sur le terrain. T'as pas besoin de grands discours pour que ça marche. C'est quand même un signe intéressant en termes d'adhésion à un médicament ou un traitement de substitution. Si tu passes une journée derrière un comptoir, tu le sais. Tu vois, je veux dire, la vérité du terrain, pourquoi à un moment donné,
Enfin, c'est presque trop populiste de le dire comme ça. Je veux l'éviter, mais Vas-y. non, mais je veux dire, ouais, il y a des grands sachants, mais c'est pas les plus nombreux. Tu vois ce que je veux dire? La plupart de mes collègues, même s'ils pensent l'inverse de moi, et que je vais être énervé d'un point de vue bébête, tu vois, initialement parlant, je sais qu'ils veulent faire bien les choses. Je vais te le dire comme ça, tu vois. Et faut garder cette idée-là, sinon on est dans le noir et blanc, tu vois. D'où la nécessité du débat, d'où l'analyse des résistances. Qu'est-ce qui fait que nous, naïvement, on pense que la vérité, le progrès, la protection, ça peut suffire? Je pense, je sais plus, c'est un peu Bill Gates ou Steve Jobs, je sais pas, il s'adresse à des milliers de mômes universitaires qui sont venus, et la première phrase qu'il leur dit, mon premier conseil, c'est de réaliser que le monde est injuste, et plus tôt vous en tenez compte, mieux vous ferez les choses. Ce qui ne veut pas dire se résigner. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de crier à l'injustice, et pire, qu'il ne suffit pas, et je le dis à beaucoup de patients dans leurs difficultés parfois avec, tu vois, leur environnement, qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Et ça, dans les travaux à faire pour développer une politique de santé publique, c'est essentiel. Tu me dis quand je te saoule. Hein, non, tu me saoules pas. C'est juste édifiant, et à chaque fois je prends du temps pour réfléchir à ce que tu dis, parce que faut que je processe tout ça, mais moi je suis plutôt militant dans mon approche des choses, et c'est vrai que t'as raison, faut comprendre pourquoi l'autre comprend pas. Et c'est Simone Veil qui t'a dit ça. T'as une anecdote, Simone Veil, intéressante? J'en ai une merveilleuse avec vraiment la première rencontre, parce que j'ai rencontré ses conseillers pour construire le premier centre méthadone. On l'appelait comme ça avant. Tu te rends compte, centre méthadone, t'imagines, pour le diabète, un centre insuline. Enfin, c'est te dire à quel point le dossier était focalisé sur cette histoire. Le premier centre, non pas méthadone en France, hein, il y en avait d'autres, et surtout deuxième génération, la clinique Liberté à Bagneux, mais en milieu hospitalo-universitaire, tu vois, à la ENEC, en plein 7e, un centre méthadone. T'imagines la salle de consommation à moindre risque, installée, je sais pas, on va dire dans le 8e, près de l'Élysée, ou un truc comme ça serait sympa, quoi. Donc la Madame Simone Veil vient inaugurer, tu vois, on va dire pas encore le centre, mais vient faire l'annonce un dimanche matin, à l'hôpital Laennec, l'annonce de la création de ce centre Monte Cristo, dont j'aurai la responsabilité, tu vois, rattaché à la médecine interne avec mes bons maîtres Hervé Durand et Charles Haas. Et donc, t'imagines, Madame Simone Veil, ministre d'État de la Santé, un dimanche matin, tout le monde est là dans la cour de Laennec, à l'attendre. Et quand je te dis tout le monde, c'est évidemment le directeur de l'assistance publique et toutes ses équipes, le doyen de Laennec, de ceci, de cela, tous les profs, trucs, chacun essayant de se placer, tu vois, à peu près la scène. Madame Simone Veil arrive, son équipe avec elle, salue comme toujours poliment tout le monde, tu vois, et puis se dirige vers moi, puisqu'elle avait été conseillée, tu vois, et la première fois que j'entends cette phrase, c'est, tu vois, enfin, que j'entends cette femme, c'est en me disant cette phrase, « Docteur, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé un dimanche matin. » C'est Simone Veil qui t'a dit ça? Je te jure. C'est fou. Femme extraordinaire. Et il y a cette première phrase, donc tu vois l'agitation, etc. Et ce qui avait été imaginé par ses conseillers était de faire une visite dans le service de médecine interne, et cette salle grisole dont je m'occupais, avec 11 lits, dont, comme c'est en médecine interne, dont 10 patients sidéens et une petite grand-mère adorable pour dire qu'on faisait quand même autre chose que du sida, puisque c'était étiqueté médecine interne, et que mon chef de service me disait, William, pas plus de 2 lits, 4 lits maximum pour le sida, mais
généralement, quand il faisait la visite une fois par semaine, on s'arrêtait à ce qu'on appelait la chambre de la grand-mère, tu vois. On restait 1 heure, on discutait, on s'aimait beaucoup, puis après, il nous disait, bon, je vois que ça va bien, je te fais confiance, et surtout, il n'allait pas voir les 10 chambres avec d'afrotoxicosidéens que lui, il respectait. Et donc, Madame Simone Veil dit, voilà, docteur, il est prévu une visite dans votre unité, est-ce que vous voulez qu'on la fasse? Tu vois, il doit être glorieusement 9h, 9h30, un dimanche matin. Donc, je dis, oui, bien sûr, mais on va pas pouvoir la faire avec tout le monde. Je dis, mais bien entendu, faisons-la ensemble. Et là, non seulement je vais avoir le plaisir, mais réel, de faire une visite, je sais pas si tu vois, chambre après chambre, avec Madame Simone Veil, mais je dirais au-delà d'une femme qui ne va rien dire pratiquement, si ce n'est à chaque fois dans chaque chambre, une phrase, une question, d'une intelligence et d'une humanité parfaite. J'ai vraiment fait la visite au sens médical du terme, c'est-à-dire qu'on va faire une visite de 2 heures, 2h30, pendant que tu as les 100 personnes, tu vois, qui est 200 et qui attendent dans la cour de la ENEC, tu vois. Ouais. Et j'en ai un souvenir, tu veux, de grandeur et de dignité pour Madame Simone Veil que je mets sur le piédestal des êtres humains, quoi. Tu vois, elle est au Panthéon maintenant, donc elle y est vraiment pour vraiment, le coup. Ouais, tu vois, il y a des personnes qui te marquent dans l'existence. Mais cette personne-là, dans ces circonstances, avec le côté en plus rigolo, parce que toi, tu fais une visite avec Madame Simone Veil, pendant que tout le monde, à l'extérieur, essaye de parler politique, de ce qu'il faut, de ce qu'il faut pas, et tu touches la réalité avec une humilité, mais une humanité terrible. Tu vois, c'est pas évident de faire une visite patient après patient. T'as quelqu'un dans un lit, dans la chambre, son histoire, sa mort prochaine, et t'as une femme juste extraordinaire. Ouais, j'en ai un souvenir, tu vois. T'as des gens qui supportent pas d'aller à l'hôpital pour voir des proches, ils partent au bout de 15 minutes en disant je suis mal à l'aise. Bien sûr, c'est dur. Elle fait 2 heures avec toi. Dur. Et tu vois, tu me parlais de l'évasion. Moi, au début, je pense par rapport à cette peur-là, je me la suis jouée, tu vois, même en réanimation. Hein. J'ai fait 10 ans de réa, tu vois, de garde en réa, après avoir été interne en réa pendant 3 semestres. Je crois que je me la suis joué MASH, pour reprendre ce film, tu vois, iconique, ben pour diminuer cette peur, tu vois. Tu fais les choses sérieusement, mais si tu déconnes, c'est exactement comme nous en salle de garde à l'époque, tu vois. Là, on se ferait tuer, MeToo et compagnie, c'est... t'as besoin, à un moment donné, de te protéger de ça. Tu touches à... C'est vertigineux, et on avait fait une étude, je m'en souviens, réel là-dessus, tu vois, en gros, si on réalisait ce qu'on faisait, on le faisait plus mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est faut te détacher pour pouvoir le faire bien. C'est pour ça que parfois c'est compliqué, pour pas dire toujours, de traiter les siens, tu vois. Mais en réel, si tu réalises ce que c'est de percer pour un pneumothorax quelqu'un, de trucs, de lui faire une trachéo, de l'intuber, ventiler, d'installer, tu vois, des tuyaux pour la dialyse rénale, tu commences à réaliser réellement ce que tu fais, qui est nécessaire. Sinon, la réa n'existerait pas depuis, tu vois, ou n'existerait plus depuis longtemps. Tu le fais moins bien, quoi. Ouais. T'as besoin, c'est terrible, pour être efficace, d'une distance, qui veut pas dire une inhumanité, hein, tu vois, mais t'as besoin d'une distance, quoi. Et, bon, tu passes de MASH, personnellement parlant, tu vois, d'un truc comme ça, à, oh, putain, en fait, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Il suffit pas de relever, tu vois, le haut de la blouse, et puis d'être le maître du monde, tu vois, et d'être comme ça, tu marches sur les eaux chaque matin. C'est une journée fabuleuse qui commence, même si t'as passé ta nuit un losto et que tu râles, parce que vraiment le café en salle de garde est encore plus dégueulasse que tout ce que t'as pu imaginer, tu vois. Parce qu'il a bouilli pendant 8 heures, tu vois. Et que toi, tu voulais aller dans ta chambre, et que t'as le copain SDF mascotte de, tu vois, de la salle de garde qui dort dans ton lit, quoi. Complètement bourré, évidemment, et avec ses puces qu'ils sont tout autant, quoi, tu vois. Donc, tu râles contre tout ça, mais tu marches juste sur l'eau, quoi, parce que c'est un théâtre humain fabuleux. Ouais. Il y a un message dans ta carrière que t'as jamais réussi à faire passer, et que t'aimerais faire passer, qui a un objectif. Ouais, qu'est-ce que la vie est précieuse, quoi. Tu vois, je repense assez souvent
à une des phrases géniales du petit Sigmund, hein, du très grand Sigmund Freud. Vous avez... Je te la caricature, parce que je pense bien que la psychanalyse, je suis nul. Vous avez vraiment un objet que quand vous l'avez perdu. Tu vois. Cette phrase-là, selon les périodes, elle peut me désespérer. Elle peut me motiver. Je te disais, tu vois, la liberté et la santé sont les biens les plus précieux. Ma phrase est faite, hein, tu l'as entendu. La liberté et la santé sont les biens les plus précieux. Les addictions menacent les deux. C'est pour ça qu'il faut blabla. Donc la santé et la liberté, ouais. Et puis, petit à petit, tu vois, dans cette société de performance, j'ai tendance à rajouter, avec le succès que tu imagines pour moi d'ailleurs, et la tranquillité, le luxe suprême. Tu vois. Et là, souvent, j'en discute avec mes patients, parce que c'est ça qui est merveilleux, tu vois, dans cet exercice. C'est, comme je te disais, le théâtre humain, ce qui peut être très dur et ce qui peut être fabuleux, quoi. C'est cette amplitude-là qui est... Et la tranquillité, tu vois, est le plus précieux, voilà, qu'est-ce que c'est que la tranquillité réellement, quand tu vois des hyperactifs, voilà, qu'est-ce que c'est que ce déficit de tranquillité, tu vois, d'être incapable quelque part de se poser. Et avec l'évolution de la société, tu vois bien à quel point ça arrange toutes les personnes qui peuvent plus supporter leur pensée parce qu'elle est trop rapide, hein, que c'est plus facile de vivre en ayant une pensée toujours occupée, tu vois, qu'une pensée libre. Même pour s'endormir, tu vois, maintenant, qui s'endort sans écran, qui s'endort, bon. Pas moi. Voilà, tu vois, et donc, tu ne rêvasses plus, tu vois, mais, ou alors tu évites ce qu'il peut y avoir de difficile comme pensée, tu vois. Donc, là, c'est l'histoire de la tranquillité, mais je reviens à on a vraiment un objet que quand on l'a perdu, tu vois, c'est ça qui est terrible, que ça soit, je pense, pour la vie, pour la santé, le fait de marcher correctement, de voir, de pouvoir faire ce qui nous paraît tellement normal, tu vois, de réaliser à quel point c'est important, quoi. Les évidences, tu vois, marcher. La chance qu'on a de pouvoir marcher, quoi, tu vois. Comment le protéger? Donc, je sais pas si c'est un message, tu vois, c'est me dire, quelles que soient les difficultés, et ça serait peut-être le conseil, entre guillemets, bien modeste que je dirais à tout le monde, voyagez, quoi. Voyagez pour vous rendre compte à quel point notre pays est privilégié, quoi. À quel point ce siècle des Lumières, que tu constates plus trop actuellement, tu vois, mais il a existé, il existe sûrement encore, et à quel point on est privilégié, tout ce qu'on a. Même du point de vue médecine, tu racontes comment est notre sécurité sociale à un ami ou collègue américain, il te traite de mytho, tu vois. Ouais. Tu lui dis, une femme enceinte, mais elle est prise en charge à 100% avec ses échos, et elle accouche, oui, l'accouchement est gratuit, oui, on s'occupe du bébé, même en réanimation néonatale, à 5 000 €, 10 000 € de la journée si nécessaire. Ça va, William, arrête de te défoncer, quoi, c'est bon, quoi, tu vois. Ouais. Comment ça, tu me dis qu'un SDF qui fait un arrêt cardiaque devant l'hôpital européen Georges Pompidou, il va être pris en charge comme un président ou presque, tu vois, en unité de soins intensifs de cardiologie, quoi. Ben oui. Tu vois, et ça, je vais pas dire on est en train de le perdre, mais tu vois, ça fait partie. C'est obligatoire. Bien sûr, et c'est là, tu veux, où c'est obligatoire, mais voilà, c'est un privilège français que ça puisse exister, comme la sécurité sociale, tu vois, comme, j'ai envie de dire, la liberté d'expression. On le voit d'un point de vue expression, le blasphème, tu vois. C'est-à-dire, qui est Charlie Hebdo ou Harakiri qui existe, et le canard enchaîné, et les jeux de mots, et cette liberté-là. Oui, le jour où on aura perdu en pensant que vraiment c'est indigne de faire des plaisanteries ou des jeux de mots, on réalisera, quoi. Ce qu'est la liberté. La liberté et la santé, tu vois, sont nos biens les plus précieux, mais est-ce qu'on peut, par rapport à la phrase de Freud, réaliser ce que sont nos immenses privilèges, quelle que soit la réalité, hein, des problèmes pour beaucoup, mais nos immenses privilèges dans une démocratie, on va le paumer, ça aussi. Quand tu vois que la Chine, une dictature, va bientôt être plus puissante économiquement qu'une démocratie, fut-elle un peu impériale, américaine, t'imagines?
Se dire que la démocratie, c'est de l'égalité sociale, c'est le meilleur système, et même économiquement, on va se faire bananer par une dictature, pour le dire comme ça en tant que démocrate, tu vois. Bon, que ça soit la liberté, la démocratie, la santé, tu vois, ouais, qu'on n'attende pas de les avoir perdus pour réaliser à quel point c'est fabuleux. Et pour les défendre aussi. Et pour les défendre, donc, franchement, voilà, ce mouvement citoyen qu'est le vôtre, je vais employer des mots un peu, tu vois, il est fondamental. Lâchez pas, quelles que soient les difficultés, vous aurez des personnes sûrement abruties en face de vous, mais la majorité seront pas abruties et penseront dans leur système, tu vois. Donc, comment faire avancer les choses dans ces cas-là, c'est ce qui compte. D'accord. Merci William pour tout ça. Merci David d'avoir patiemment entendu, écouté. Je pourrais faire encore 2 heures de plus, mais après notre monteur il va nous tuer. Ouais. Désolé de t'avoir dérangé un vendredi matin. Pas du tout, pas du tout. Ça a été un plaisir David, merci à toi. Et puis nous on se retrouve très vite sur la chaîne, on espère que vous aurez appris des choses avec William aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao.